Un jour, le calme reviendra à Borno, cet état du nord-est du Nigeria. Les zones rurales retrouveront leur rythme normal et reviendra la vie trépidante de la ville. Mais pour le moment, la tension persiste et la menace de la violence est constamment présente. On craint toujours une attaque des militants islamistes de Boko Haram. Un rappel, s'il en était besoin, que le conflit perdure, que ce pays lutte contre l'extrémisme, que le Nigeria vit encore l'enfer du terrorisme. Pourtant, certains ont résisté. Ils ont fait preuve de courage, de détermination et de résilience dans la recherche d'un avenir meilleur pour la nation. Chaque matin, dans le village de Chibok, Rebecca Solomon vaque à ses occupations. Mais ce qui a l'apparence d'une vie simple est devenu un cauchemar dès le 14 avril 2014. Ils sont revenus et ont envahi notre village. Nous nous sommes tous enfuis dans la brousse. Déborah, la fille de Rebecca, passait la nuit dans une école publique, préparant les examens du lendemain. Ces examens n'ont jamais eu lieu. Nous avons passé la nuit dans la brousse. Et à notre retour le matin, on nous a dit que les étudiantes n'étaient plus là. Nous sommes allés voir, mais elles n'étaient pas dans l'école. Déborah est l'une des otages de Chibok. Elles sont, croit-on, détenues loin dans une forêt. Elle fait tout pour moi. Elle me prépare à manger. Maintenant, ils me l'ont enlevé. Je peux à peine laver mes vêtements. Je suis si triste. 1000 jours se sont écoulés depuis que Rebecca a vu sa fille. L'enlèvement de Déborah et de 200 autres filles a révélé au monde la brutalité de Boko Haram et la dysfonction du gouvernement et de l'armée du Nigeria. Et c'est ce qui a poussé de nombreux Nigérians à l'action. Boki Shonibare envisageait une carrière comme consultante en ressources humaines à Abuja, la capitale du Nigeria. Puis, il y a eu avril 2014. Et ma vie a changé du tout au tout. Boki s'est engagé à fond dans le mouvement baptisé « Ramener nos filles ». La nuit dernière, je ne pouvais pas dormir et pour une fois, j'ai ressenti ce que cela signifiait pour ces filles d'être là-bas. Et puis nous sommes sortis en solidarité avec ces filles qu'on empêchait de manifester. Rien ne nous arrêtera. Nous continuerons à sortir jusqu'à ce que nos filles reviennent. Grâce aux médias sociaux, la campagne « Ramener nos filles » a suscité une condamnation mondiale de Boko Haram. Comme des millions de personnes à travers le monde, mon mari et moi sommes indignés et navrés de l'enlèvement en pleine nuit de plus de 200 filles nigérianes dans leur dortoir scolaire. Le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, a profité de la soudaine notoriété du groupe, menaçant de convertir les filles à l'islam, de les marier à ses commandants ou de les vendre comme esclaves. Pour Boki, c'était une affaire personnelle. Simplement parce que j'étais une fois cette fille. Même si je n'ai pas été enlevée, je sais ce que cela signifie d'être agressée sexuellement. Je sais ce que cela signifie d'avoir à faire quelque chose parce que vous voulez rester en vie.
Vu l'intérêt de la communauté internationale, le gouvernement nigérian a promis de sauver les filles. Mais le manque d'action rapide a irrité les parents. Si le gouvernement ne peut agir, nous en appelons à l'ONU, qu'elle vienne nous aider. Si l'ONU nous rejette, nous ne saurons quoi faire. Dans les 2 semaines suivant l'enlèvement de Chibok, Boki a pris la décision de continuer à protester jusqu'au retour de ses filles. Et nous crions. Environ 15 jours depuis que certains parents n'ont pas vu leurs enfants. 15 jours entiers. Où sont-elles? Et puis, nous devions commémorer 30 jours. Et nous ne pouvions pas accepter cette réalité. En vérité, la réalité était pire. Boki n'en avait aucune idée à l'époque, mais les 30 jours finiraient par s'étendre sur plus de 3 ans. Le Nigeria. Riche en pétrole et en gaz naturel. Une nation qui se veut l'image de l'Afrique moderne. Mais un pays loin d'être uni. 180 millions d'habitants et plus de 250 groupes ethniques. C'est un pays difficile à gouverner, même au meilleur moment. Diviser le nord du sud riche en pétrole est une faille culturelle et économique qui remonte loin dans l'histoire, au passé colonial du Nigeria. Dans le nord-est à prédominance rurale et traditionnellement musulman, cette faille est fragile. Si la vente du pétrole rapporte chaque année des milliards de dollars aux Nigérians, plus de 60% d'entre eux vivent dans la pauvreté et beaucoup gagnent moins de 2 dollars par jour. Dans le nord-est, le niveau de pauvreté est encore plus élevé. Nous parlons du nord-est du Nigeria, qui est vraiment l'une des régions les plus pauvres et les plus marginalisées du pays. C'est une région qui a l'un des taux d'alphabétisation les plus bas du pays, l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au Nigeria. Donc la gouvernance était vraiment mauvaise au début et les gens étaient frustrés face au niveau croissant d'inégalité dans cette communauté. La pauvreté et l'inégalité, avec la négligence des dirigeants politiques, ont contribué à l'éclosion d'une forme rebelle de l'islam dans le nord-est. Ces dirigeants ont pris comme modèle l'un des mouvements islamistes les plus brutaux et les plus dogmatiques du monde. C'est en 2003 qu'une communauté s'est rendue dans les zones frontalières du Nigeria et du Niger pour tenter d'y planter une société islamique pure calquée sur les talibans d'Afghanistan. À l'origine, le groupe était pacifique et son message inclusif. Ce qu'ils ont prêché, c'est que nous avons un système alternatif. Si le système auquel vous croyez ne vous valorise pas et vous exclut, nous ne le ferons pas. Nous sommes plus inclusifs, nous prendrons soin de vous, nous faisons la volonté d'Allah et nous définirons notre propre société, une société alternative, juste et bonne. C'était très attrayant, surtout pour les gens qui se sentaient exclus. Mais éventuellement, cette société alternative s'est scindée. Le chef de sa faction dominante voulait une forme pure de l'islam et une insurrection pure et simple contre le gouvernement. Son nom, Mohamed Youssouf. Youssouf était intelligent et charismatique, mais prompt à la confrontation. Les gens ont commencé à appeler son mouvement Boko Haram, littéralement, l'éducation occidentale est interdite. Le groupe rejette cette appellation, mais pas les croyances fondamentales de Youssouf. Il a prêché que les valeurs occidentales minent la foi islamique et il a appelé à une guerre sainte. Il est difficile pour l'Occident de comprendre le djihad, en partie parce que nos propres sociétés modernes sont par nature essentiellement laïques. Nous sommes arrivés à la conclusion que la religion n'est pas une voie raisonnable pour organiser la société moderne, alors que ceux qui poussent pour le djihad disent que la religion est le meilleur moyen de façonner une société musulmane juste, une terre de fidèles musulmans. Donc, invariablement, ces deux positions vont être extrêmement difficiles à concilier. La base de Youssouf se trouvait dans le nord-est à Maïdougouri, État de Borno.
Ces serments sont devenus plus militants, faisant accroître les tensions avec les autorités locales. Puis, en 2009, la réalité de Boko Haram explose dans la conscience nationale. En juin 2009, la police affronte certains des partisans de Youssouf en route vers des funérailles. Bilan, plusieurs blessés. Kuma waɗannan mahaukatan sojojin in ba ɗauke su a cikin gari ba za a zauna lafiya ba. Youssouf dénonça les actions du gouvernement et la riposte de ses partisans suivit quelques semaines plus tard. Avec des fusils et des grenades, ils ont attaqué les postes de police dans plusieurs villes, l'assaut le plus lourd ayant lieu à Maïdougouri. En plus de 4 jours de combat, la réponse de la police était sans pitié. Des suspects de Boko Haram sont tués dans la rue. La mosquée de Youssouf, détruite. Puis il l'arrête et l'emmène pour l'interroger. Quelques heures plus tard, son corps gisait dans la rue, portant la marque de plusieurs balles. Il est devenu un martyr pour Boko Haram. Et depuis 2009, toutes les factions de Boko Haram ont trouvé en lui leur inspiration. Plus de 1000 personnes sont mortes en 4 jours de combat en ce mois de juillet. Puis, Boko Haram disparaît de la scène. Mais quand il est revenu 1 an après, c'était avec de nouvelles armes et un nouveau leader. Un second de Youssouf, grandiloquent et violent. Aboubakar Shekau. Il a proclamé une guerre totale. Leur argument est très simple. Vous nous avez poursuivis, vous avez tué beaucoup d'entre nous, vous nous avez littéralement abattus par milliers. Vous sentez que vous avez décimé notre communauté. Nous allons nous battre, nous allons faire le djihad contre vous. Au cours des 4 années suivantes, Boko Haram a acculé les forces de sécurité militaires et civiles du Nigeria. Au cours de cette période, le militantisme et l'insurrection de Boko Haram devinrent de plus en plus forts. Et c'est dans ce contexte que Boko Haram a pu acquérir un territoire avec une réponse limitée du Nigeria. Boko Haram a élargi son champ d'action. Mais Maïdougouri en est resté le centre. Cette ville de plus de 2 millions d'habitants avait un hôpital universitaire et une université. Avant l'insurrection, Maïdougouri était une ville très paisible. Fati Aboubakar était une étudiante infirmière vivant avec ses parents à Maïdougouri lorsque Boko Haram a lancé son assaut en 2010. Nous étions connus pour être des gens très traditionnels et conservateurs. Et nous connaissions tous nos voisins. C'était une communauté très diverse avant Boko Haram. En quelques mois, Fati est devenue témoin de la destruction massive de sa ville natale. J'ai tout vu. La tension, les explosions, les cadavres dans la rue. Vous savez, les maisons qui brûlent. Parfois, notre maison tremblait à cause d'une bombe. Les habitants ont vite fui. Fati et sa famille sont partis fin 2012. À l'époque, ils tuaient des garçons et enlevaient des filles, ce qui préoccupait mes parents. Donc, nous avons déménagé à Abuja. J'ai vécu là-bas pendant 6 mois avant d'aller étudier à Londres. Fati a achevé ses études à Londres avec une dissertation sur les effets de la guerre sur la santé psychologique des réfugiés. C'était un exutoire qui l'aidait à faire face à la perte ressentie quand elle-même était réfugiée. Je me suis lancée dans la photographie à un moment où j'étais très perturbée par tout ce qui se passait à Maïdougouri. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était raconter une histoire par des images et avoir un impact sur les communautés. Fati est revenue à Maïdougouri en 2015. Mais quand je suis revenue, les gens étaient devenus insensibles. Tu sais, comme transformés. Ils ne le ressentaient même pas. Ils ont juste continué. C'est ça qui a vraiment retenu mon attention. Fati imaginait une autre facette de l'endroit qu'elle appelait sa ville, un côté humain qu'elle voulait montrer au monde.
C'était le contraire des images de guerre et de destruction inondant les chaînes de nouvelles mondiales et de la propagande trompeuse de Boko Haram. Dans ses vidéos, le leader de Boko Haram, Shekau, a glorifié la violence du groupe au nom de l'islam. Mais à l'intérieur de son califat secret, la réalité était radicalement différente. Boko Haram brutalisait ses frères musulmans, les battant et les tuant à volonté pour maintenir le contrôle et la piété religieuse. Les preuves choquantes de la conduite du groupe ont fait surface en 2016, lorsque des journalistes de La Voix de l'Amérique ont obtenu et authentifié quelques 18 heures de vidéos prises par les propres photographes de Boko Haram. Ces images brutales sont un dossier avéré, exposant la face cachée de des mouvements extrémistes les plus meurtriers du monde, un journal quotidien de la terreur. Lors de procès publics conçus pour imposer l'autorité par l'intimidation et la peur, les villageois étaient regroupés pour des démonstrations de discipline. Pour les petits péchés, les délinquants étaient flagellés, parfois par leurs camarades. Mais pour des offenses comme la vente de drogue, c'était la peine capitale. Pas de défense pour l'accusé, juste une balle, au cœur ou à la tête. Lorsque Boko Haram a opté pour la violence, ces attaques visaient principalement l'État nigérian. Bureaux gouvernementaux, prisons, QG de la police et de l'armée étaient les cibles. Avec le temps et à mesure que le groupe se sentait de plus en plus lésé, ces cibles augmentaient jusqu'à inclure, aujourd'hui, presque n'importe qui. Dans leur campement, les soldats de Boko Haram, dont beaucoup de simples garçons, se sont entraînés pour la guerre et ont joué comme des enfants. Les médias caractérisent Boko Haram comme des fous, comme des psychopathes. Mais ce que nous pouvons voir dans les images des combattants ordinaires, c'est qu'à bien d'égards, ils mènent leur vie quotidienne comme les enfants dans n'importe quelle autre partie du monde. Nous les voyons aussi recevoir des encouragements avant la bataille. Là, on leur dit que certains d'entre vous vont mourir, certains soldats aussi. La différence est que les soldats ne vont pas comme vous au paradis. Et cela prouve à quel point l'idéologie joue un rôle crucial dans leur motivation en vue de tuer. Après un certain temps, ces garçons deviennent des combattants réguliers de Boko Haram, prêts à se sacrifier pour la mission de commandant d'établir une certaine forme de gouvernance islamique. Il est impossible de savoir combien de garçons nigérians ont été enrôlés par Boko Haram. Probablement plusieurs milliers. La pénalité pour tout refus est sévère. Danladi a été enlevé quand il avait 12 ans, mais a fini par trouver un moyen de s'échapper. Quand on lui a montré les vidéos de Boko Haram, il a reconnu certains commandants et raconté comment les garçons ont été forcés de se battre. Shekau a dit clairement que Boko Haram éliminerait tous ceux qui ne se soumettraient pas à sa version de l'islam. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, chrétiens ou musulmans. La faction de Shekau au sein de Boko Haram a un système de croyance selon lequel tout musulman qui ne rejoint pas son groupe est un apostat, parce qu'il combat un djihad légitime. Et donc,
L'idée qu'un musulman serait tué par une attaque de Boko Haram, soit par dessein, soit par hasard, n'inquiète pas la faction de Shekau, parce que, de toutes les façons, la peine de ne pas avoir rejoint le groupe et pour être un apostat, c'est la mort. 2015 a marqué un tournant dans la guerre. L'armée nigériane, aidée par des militaires du Tchad, du Cameroun et du Niger voisin, a commencé à reprendre des villes et des territoires jadis contrôlés par Boko Haram. L'élan s'est accéléré sous un nouveau président, Muhammadu Buhari, élu cette année-là. Mais le succès du gouvernement a également été accompagné d'allégations troublantes d'abus des droits de l'homme, d'excès des militaires et volontaires civils dans leur zèle à vaincre Boko Haram. Amnesty International a fait état de milliers d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires et de cas de torture perpétrés par les forces nigérianes. Les crimes de guerre, selon l'ONG, sont restés impunis. Le gouvernement nigérian, d'une manière ou d'une autre, a des doutes sur ce que fait Amnesty. Mais il a tout de même accepté de mettre en place un groupe de travail présidentiel. Et vous devez prendre en compte sa composition. Ce ne sont pas des gens qui pourraient être manipulés. Ce sont des juges de renom et nous attendrons et verrons les résultats. Alors que le gouvernement intensifiait sa poursuite de Boko Haram, Abubakar Shekau changea aussi de stratégie. Boko Haram s'est officiellement lié à Daesh, le groupe État islamique, faisant la guerre en Irak et en Syrie. En 2015, Shekau a formellement fait un serment d'allégeance à Daesh et Daesh lui a répondu. Cela coïncidait avec le moment où Boko Haram subissait une pression croissante de la part de l'armée nigériane. Pour certains, le groupe était en perte de vitesse. Après cela, vous avez eu cette promesse d'allégeance à l'État islamique. Donc, cela était perçu, en fait, comme une action désespérée de la part de Boko Haram. Boko Haram pouvait alors revendiquer une affiliation avec le plus grand groupe djihadiste du monde. Il a commencé à utiliser des modèles de Daesh dans ses publications sur les médias sociaux. Mais c'était une insurrection en fuite. L'armée nigériane a annoncé la mort de Shekau au moins à 3 reprises. Il a pourtant survécu. Réapparaissant comme un fantôme dans de nouvelles vidéos enregistrées dans un lieu secret, quelque part au fond de la brousse, dans le nord-est du Nigeria. La forêt de Sambisa, un mélange épais de broussailles épineuses et d'arbres dispersés répartis dans 5 États du Nord. Une partie a été mise de côté comme réserve de chasse, mais sa faune autrefois abondante a été épuisée par la guerre. Maintenant, certaines parties de Sambisa forment le sanctuaire de Boko Haram, une vaste zone de danger pour quiconque ose y pénétrer. Dans un proche village, Aïcha Bakari Gombi vit avec sa famille. Dans son travail à temps partiel, en tant que couturière, elle utilise les mains et les pieds dans une concentration créative. En paix, loin de la violence qui rôde dans la campagne. Mais le rythme de la machine à coudre n'est qu'une facette de son monde. Pour Aïcha, Sambisa n'a pas de secret. C'est là que, très jeune, elle a été initiée à une vieille tradition familiale. Boko Haram a attaqué son village à 3 reprises,
avant que le gouvernement nigérian n'autorise les habitants à se défendre seuls. Maintenant, au lieu de chasser l'antilope, les babouins et les oiseaux, Aïcha poursuit une proie différente. Les militants de Boko Haram. Elle fait partie d'un groupe de chasseurs qui partent à la recherche d'insurgés, prêts à se battre si la situation se présente. Boko Haram ne ya isa zai kama mutum da ransa ya kama shi ya yanka shi da zarton da ake yanka katako. Boko Haram zai kama mace da ciki ya yanka ta ya fidda da a cikin cikinta ya jefar da shi. Boko Haram zai kama yaro jinjiri ya karya wuyansa ya jefar, ya kama yara ƙanana ya murda wuya ya jefa a kogi. Les chasseurs commencent leur patrouille par des rituels spirituels. Ils croient que cela peut les protéger contre les balles de leurs ennemis et autres dangers de la forêt. Akwai abubuwa irin namu na gargajiya waɗanda muke amfani da su. Wani muna amfani da shi don mu sha, wani mu shafa, wani mu sheƙa, wani mu yi hayaƙi, har ma wanka akwai. Mukan yi su ne kafin to ai dajin dama shi muka riga muka saba, babu wani abin da yake ba mu tsoro a cikin daji. Duk lokacin da muka shirya in za mu fita ko dare ko rana ne shiganta muke yi babu fargaba. Aïcha et son équipe sont à la recherche non seulement d'insurgés, mais aussi d'otages fuyant les camps de Boko Haram. Leurs histoires peuvent être très émouvantes. Akwai matar da muka bari yanzu haka tana kam namu mu a inda muka yi sansani mu a cikin garin Lasa. Suka zo suka sace ta da yara 6. Da aka tafi da su aka je aka ajiye su a can sun kai watanni suna wajen. Ranar da Allah ya taimake ta ya bata nasarar za ta gudu ta dawo. To su wayannan 'yan ƙanana guda biyu, ɗaya ta goya ɗaya kuma ta ɗauka ta rataya a kafaɗanta. Haka ta haƙura da wayancan saura guda 4 ta ɗauko biyun ta kamo hanya ta dawo. Les efforts d'Aïcha dans la lutte contre Boko Haram lui ont valu le respect des autres villageois qui l'ont surnommée la reine des chasseurs. Gaskiya ba zan iya sani ba don an kuɓutar da yawa. Na kwanakin nan ko kuma in ce na shekaran jiya mun kuɓutar da 9. Plus tard ce jour-là, Aïcha et sa bande ont mis la main sur 3 combattants de Boko Haram. Ils les ont livrés aux autorités dans un camion, suivis par une foule de villageois curieux. Pareil succès encourage Aïcha à poursuivre cet effort malgré les dangers. Gaskiya ni dai ina son duniya ta sani. Aikin da muke yi dai mu aiki ne na ceto da nema wa ƙasar mu zaman lafiya. Zaman lafiya nake son wa Najeriya. Ina so in ga Najeriya ta zauna lafiya kamar yadda sauran ƙasashe suke zaune lafiya. Une marée humaine interminable. Ils fuient la terreur, n'amenant avec eux que ce qu'ils arrivent à porter. Jour et nuit. Ils ont perdu leur demeure, leur ferme, leur bétail. Dans le pire des cas, leurs enfants. Et à ce jour, ils n'ont aucun espoir de retour. Le monde connaît Boko Haram à travers les récits d'attentats, d'enlèvements et d'attaques kamikazes. Mais cette insurrection a aussi contraint des millions de personnes à fuir. Elle a accablé l'économie rurale qui, jusque-là, soutenait la région. Village après village, toujours la même scène de désolation. Tout a été dévasté. Boko Haram a envahi cet endroit. Vous voyez, voici leur marché. 1 million de maisons brûlées ou détruites. Nos commerces sont en panique. Pas de marché, pas de nourriture. Hammam Mbombo a survécu à 2 attaques de Boko Haram. La première fois, ils ont pris ses récoltes. La seconde fois, ils ont entièrement brûlé sa maison.
Da aka kore mu a 2013 muka tafi, to haka wannan abin ya salwanta ban samu na girbe ba. To shekara da ya sake zagayowa kuma bunni ya taso ya yi kyau, amma kuma shi ma har yanzu ban sake samu in girba ba. 2015 kenan. To daga nan kuma ban sake aiki a gonan ba. Rashin aiki a wannan gonakin ba ni kaɗai ba, manoma yan uwana ma duka gaskiya ya dagula mana rayuwarmu. Les paysans ne sont pas les seuls à souffrir du pillage de Boko Haram. Ces éleveurs et leur bétail ont échappé de justesse à une attaque surprise de Boko Haram. Ils sont conscients que la prochaine fois, ils ne seront peut-être pas aussi chanceux. La crise résulte de la terreur. Ces personnes terrorisées ont dû abandonner les terres qu'elles ont cultivées tant d'années. Nous savons que les paysans ont des semences, qu'il leur reste quelques outils. Ce qui leur manque pour retourner chez eux, c'est l'assurance qu'ils ne seront pas fusillés, pour les hommes et pour les femmes, la garantie de ne pas être violés ou enlevés. Le problème principal est donc la sécurité. Bien que les soldats nigérians aient repris le contrôle de certaines grandes villes, les zones cultivables du nord-est demeurent des espaces où on tire à volonté. La plupart des infrastructures de production alimentaire, greniers, marchés et puits, sont en ruine. Les reconstruire prendrait des mois, sinon des années. Le nord-est du Nigeria est bordé par le lac Tchad, une mer intérieure qui fournit de l'eau fraîche à plus de 70 millions de personnes dans 4 pays. La pêche constitue la base de l'économie de la région. Mais depuis son insurrection, Boko Haram contrôle la pêche en imposant une taxe à ceux qui en font leur commerce. En conséquence, nombreux sont les pêcheurs à avoir pris la fuite, coupant ainsi court à ce secteur jadis florissant. La plupart d'entre eux sont réticents à parler, craignant les représailles des insurgés. A shakka babu yan Boko Haram sun kasara wannan sana'ar tamu gabaki ɗayanta. Domin in ka kula duk tafkin Chadin nan gabaki ɗaya duk wani mu'amala da ake yi wato biyo bayan kifi ne. Watanni 4 na shekara wanda an fi kama kifi a cikin su irin watannin zafi. To a lokacin ana iya fitar da trailer 70, 50, 60 a rana ɗaya. To amma kaga yanzu ko ɗaya ba a fitarwa. Privés de leur gagne-pain, fermiers, éleveurs et pêcheurs et leurs familles se retrouvent dans un des nombreux camps de déplacés répandus désormais dans le nord-est. Les autorités estiment à plus de 2 millions le nombre de personnes forcées d'abandonner leur maison. Durant des années, l'insécurité a empêché les agences humanitaires de venir dans la région. Maintenant, avec la présence militaire renforcée, elles retournent et se rendent compte que la crise est pire qu'elles ne le pensaient. Je pense qu'un bon nombre d'humanitaires avouent ne pas s'être rendu compte que la situation est aussi mauvaise. Certains parlent d'une situation semblable à une famine. Si nous y avions fait face plus tôt, les choses n'auraient pas pris de telles proportions. Selon les Nations Unies, plus d'$1 milliard étaient nécessaires en 2017 pour venir en aide à 8,5 millions de personnes dans les régions du nord-est et du lac Tchad. En majorité pour de la nourriture. Les enfants en particulier sont très vulnérables. Leur corps et leur intellect sont en pleine croissance. Un manque de nourriture pendant les 2 premières années suivant leur naissance peut avoir des conséquences à vie. Par exemple, une enfant d'1 an qui n'a pas assez à manger verra sa croissance freiner. Elle souffrira de troubles du développement cognitif qui affecteront ses résultats scolaires et plus tard sa capacité à gagner sa vie. Si nous ne parvenons pas à lui procurer les éléments nutritifs dont elle a besoin maintenant, elle payera toute sa vie le prix de nos échecs.
Sans une aide continue ou une reprise du secteur agricole, les Nigérians devront faire face à cette situation de quasi-famine pendant des années. Les traumatismes psychologiques et émotionnels de la guerre ont de graves répercussions. Ils constituent sûrement le défi le plus important dans la reconstruction du Nigeria. Ba mu da sani a lokaci daya Boko Haram suka shiga cikin garinmu suka fara kashe-kashe ba mu da labarin komai ranar Asabar misalin karfe 9. Kanin mama na guda 3 mijin kani na guda 1 guda 4 a take sun kashe. To da muna zama a wurin sun kawo wani mutum sun yanka shi a idonmu. Après 8 ans de conflit, ces récits sont devenus bien trop communs. Au sortir d'une insurrection, c'est une chose de reconstruire les maisons, les hôpitaux et les écoles, mais le plus important, c'est d'aider les gens à se reconstruire. Dr Fatima Akilou est à la tête de la fondation NIM, une ONG qui œuvre pour la reconstruction psychologique du pays. Le travail se focalise sur les Nigérians ayant perdu leur maison, souffert de la violence, du traumatisme ou ont été otages de Boko Haram. En partageant leur vécu, ils s'aident à se reconstruire. Notre objectif principal est de tendre l'oreille. Nous voulons partager notre vécu les uns avec les autres pour s'entraider, se soutenir. Nous observons l'état de leur santé mentale, évaluons le stress post-traumatique, dépression, anxiété, insomnie ou symptômes psychosomatiques. Ces séances de groupe durent 1 mois pour instaurer la confiance. Des conseillers aident à la traduction. À chaque fois qu'elle pense à son fils, elle n'arrive plus à dormir. Elle n'a même pas vu son corps. Une femme parle du fait d'avoir perdu plusieurs membres de sa famille. Lors d'une attaque qui s'est produite ici à Maiduguri, un kamikaze s'est fait exploser là où il s'était, tuant son époux. Boko Haram a aussi tué son frère cadet. Depuis qu'elle participe à ces réunions, elle se sent mieux et elle en est reconnaissante. Grâce à la thérapie, les conseillers aident les victimes à contrôler leurs souvenirs. Nous tentons de les aider à altérer leur perception des événements. Nous essayons de leur apprendre la résilience et des techniques pour couper court aux pensées négatives. 2 mois après la thérapie initiale, les membres du groupe se réunissent pour voir s'ils continuent à surmonter le passé. Après avoir entendu les récits de chacun, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un qui a un problème plus grand que le nôtre. Le docteur Akilo explique qu'avec le temps, les victimes peuvent cicatriser les blessures émotionnelles. En tant que psychologue, j'ai un rôle à jouer. Je peux réunir ces personnes pour leur montrer qu'une alternative existe. Reconstruire les vies des victimes de Boko Haram représente un aspect du processus de cicatrisation. L'autre défi est de trouver des options pour ceux ayant commis ces atrocités. Ces hommes sont des combattants de Boko Haram ayant rendu les armes. Ils sont sur le point de rejoindre l'opération Passerelle sécurisée qui permet aux insurgés ayant renoncé à Boko Haram de participer à un programme de réhabilitation en prison. Il s'agit d'une initiative du gouvernement fédéral qui a pour objectif de déradicaliser, réhabiliter et réintégrer les déserteurs de Boko Haram dans la société. Ces hommes devront participer à 3 mois de thérapie pour les désendoctriner de l'idéologie de Boko Haram. Le docteur Akilo a contribué au démarrage du processus de déradicalisation au Nigeria. Tous ces programmes couvrent différents aspects.
Le premier aspect, c'est l'idéologie, car Boko Haram s'appuie dessus pour recruter. En second lieu, nous tentons d'évaluer leur santé mentale, leur état psychologique. Nous nous sommes dit que l'art est une solution, car Boko Haram s'y oppose farouchement. L'art permet aux individus de s'exprimer de manière inattendue. Puis, nous leur avons appris à chacun un métier qui lui convient. Ceux qui le voulaient pouvaient aller à l'école. Dans le cadre du programme de déradicalisation, les ex-militants de Boko Haram sont qualifiés de combattants repentis. La VOA a été autorisée à assister à une de ces classes, mais les autorités ont refusé l'accès aux caméras pour protéger l'identité des ex-insurgés. Nous espérons que lorsque vous partirez, très bientôt on l'espère, vous retournerez chez vous et vous serez à mesure d'utiliser ces nouvelles compétences pour aider vos familles et votre pays. En ce qui concerne la déradicalisation, ce qui est positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'ex-combattants souhaitant se désengager. Le désengagement est la clé du succès. Je vous conseille vivement de prendre ce programme très au sérieux. Actuellement, la question est de savoir si la déradicalisation est efficace et adaptée. Parmi les personnes ayant rejoint le programme initial du Dr Akilou figurait un imam. Il avait rejoint Boko Haram au début de l'insurrection et prêchait contre l'éducation occidentale. Capturé par les forces nigérianes, il avait été emprisonné avec d'autres combattants. C'était avant que le docteur Akilou n'amène des érudits du Coran qui l'ont persuadé que Boko Haram manipulait des textes clés dans le livre sacré en fonction de son agenda. Quand nous avons commencé à travailler avec les membres de Boko Haram, ma plus grande surprise, je pense, était leur connaissance très limitée du Coran. Même l'imam en chef, ils avaient tous mémorisé des parties du Coran, mais hors contexte. Wasu malamai da suke ziyartar mu to sai akwai program ne musamman nake jin gwamnatin tarayya ta shirya wanda nake jin ta tura shi zuwa ga to yayi tasiri da yawa daga cikin wayanda aka kama su suke hannu din duk a lokacin da aka sake mu din ba wani mutum ɗaya da yanzu ce maka mutum ɗaya da yanzu ya koma ya je linkin da wayannan mutane. Mais on ignore si un tel succès peut être répété à l'échelle qui est nécessaire. Le problème est que si ça ne marche pas, alors quoi? Nous devons avoir un plan qui fonctionne. En ce moment, c'est la déradicalisation. Regardez, la réalité est que ces gens sont nigérians. Et la question fondamentale est de savoir dans quelle mesure la société nigériane a contribué à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Et que faire pour les ramener à une vie normale? Le conflit avec Boko Haram fait du nord-est du Nigeria un endroit sombre et dangereux, dominé par la souffrance. Quelques mois après son retour à Maiduguri, dans l'état de Borno, Fati Aboubakar a entrepris de changer cette image, armé de sa caméra. Nous sommes habituellement bombardés d'images, vous voyez, de cadavres dans les rues, vous voyez, de sites d'attentats à la bombe, des enfants à l'hôpital. Cela fait croire qu'il n'y a pas de survivants dans ce conflit. Il y a des histoires qui, selon moi, étaient complètement négligées et je voulais que les gens les connaissent. Oui, c'est difficile dans l'état de Borno, mais il y a encore des gens qui y vivent. Fati publie sa photographie sur Bits of Borno, un site web qu'elle a créé. Pour beaucoup, c'est devenu une source d'inspiration et de renouveau. Elle compte plus de 7000 abonnés sur sa page Facebook, 9000 sur Instagram. Ce qu'ils voient,
c'est une autre facette de l'État de Borno, une région fière qui présente la riche diversité du peuple nigérian. Je dois être très inclusive dans cette narration visuelle. J'essaie donc autant que possible de documenter toutes les tribus de la communauté et de m'assurer que le site représente bien l'ensemble de l'État de Borno. Et la tribu Choua est une très belle tribu, avec beaucoup de couleurs. Mes portraits sont, à mon avis, typiques des populations de l'État du Borno. Je leur pose des questions sur leur vie, je retranscris mes interviews et je partage les images accompagnées du récit sur les réseaux sociaux. Au quotidien, Fatih travaille comme chargée de communication pour l'UNICEF. Plongée dans la crise humanitaire du Nord-Est, elle part à la recherche de ces moments d'empathie et de compassion. La plupart de mes projets portent sur l'humain et la photographie. Je documente aussi toutes les activités de l'UNICEF pour les partager sur les réseaux sociaux. L'UNICEF fait beaucoup pour notre pays. Pour moi, c'est très gratifiant de voir cela. Fatih s'est rendue dans les régions où le conflit a laissé de graves séquelles. Elle est partie à la recherche de ces personnes ayant survécu à l'insurrection. J'ai appris que face à la pire des adversités, les gens trouvent le moyen d'aller de l'avant. Une explosion de bombe ne suffit pas à arrêter les gens. J'ai tendance à aller vers les enfants. Ils ont cette énergie qui fait que même dans les pires situations, ils sont pétillants et enjoués. Ça me donne la force de continuer. J'ai photographié beaucoup d'enfants des rues et sans-abri, et aussi beaucoup d'enfants ayant échappé à Boko Haram. Vous pouvez les trouver vivant seuls sur les rives du fleuve ou sous le pont. En général, le récit de ces enfants est très traumatisant. Du coup, vous ne voulez qu'une chose pour eux, un meilleur avenir. Je voudrais juste que les gens sachent que Boko Haram ne représente qu'une infime fraction qui s'acharne à ravager une communauté. La majeure partie de la population de l'État du Borno est pacifique, accueillante et intelligente. Nous sommes semblables à n'importe quel citoyen nigérian. Nous voulons simplement vivre nos vies. Pour que le Nigeria puisse panser les blessures issues du conflit, le pays doit rétablir les liens d'humanité entre ses citoyens. Une photo après l'autre, Fatih remet la lumière sur cette humanité. Trois ans après que Boko Haram eut kidnappé les filles de Chibok, Boki Shonibare continue de faire campagne pour leur libération. Elle affiche des photos sur les médias sociaux, marquant les jours de leur captivité, ne voulant pas laisser leur drame disparaître de la mémoire publique. Même pendant ses routines quotidiennes, elle ne cesse de penser aux filles. Ma principale crainte est ce qui arrivera quand ces filles reviendront. Inévitablement, au moins pour le nombre qui peut revenir, comment vont-elles vivre pour le restant de leurs jours ? Elles ont été témoins des amputations, des tueries, du sang versé, des frappes aériennes. Elles ont vu des gens enterrés dans des tombes peu profondes. Elles ont été victimes d'abus. Certaines d'entre elles reviennent avec des enfants. Comment leur enlever de tels souvenirs ? Alors qu'elle mène sa campagne pour la libération des filles, Boki se bat contre les militants sur un second front, un front tout à fait symbolique. Elle a lancé un projet de bienfaisance appelé School in a Bag. Il fournit des sacs à dos chargés de matériel d'écriture aux enfants qui n'en ont pas et des trousses pédagogiques aux enseignants. La meilleure façon de gagner contre ceux qui ont enlevé vos enfants est d'utiliser d'autres enfants comme l'exemple parfait, le témoignage parfait et la représentation d'une vie meilleure qui peut arriver grâce à l'éducation.
Nous disons à Boko Haram, vous avez perdu et nous sommes en train de gagner. Le 14 avril 2017 a marqué le 3e anniversaire des enlèvements de Chibok. À cette date, seulement 21 d'entre elles avaient été libérées. Puis, le 7 mai, 1120 jours après, 82 autres filles ont été libérées. C'était une explosion de joie sur la place de l'Unité à Abuja, où les activistes de Bring Back Our Girls, ramenez nos filles, ont maintenu leur longue veillée de protestation. Le fait que 82 de nos filles reviennent est une validation de tout ce que nous avons fait ici chaque jour. Donc 106 filles sur 219 que nous attendions depuis 3 ans, 3 semaines et 2 jours, aujourd'hui sont revenues. Et c'est une grosse affaire. Les nouvelles ont rapidement révélé que le retour de ces filles faisait partie d'un échange, le gouvernement acceptant de libérer plusieurs militants de Boko Haram. Mais pour Boki, aucun prix n'est trop élevé pour la liberté des otages. Pour les filles, c'était une vie retrouvée, celle d'avant la captivité, quand elles pouvaient aller à l'école. C'était un retour à la civilisation. Je reviens à la vie. Je peux respirer à nouveau. Je peux dormir les yeux fermés. Que réserve l'avenir pour le Nigeria? L'avenir du Nigeria n'est en réalité pas aussi sombre que les gens l'imaginent. Je pense qu'il est vraiment très important de comprendre que Boko Haram n'est pas le Nigeria et que le Nigeria n'est pas Boko Haram. Après 8 années de conflit, quelques 20 000 morts et des millions de vies perturbées, comment la nation va-t-elle avancer? Pour refaçonner notre société, il nous faut la justice, il nous faut l'inclusion. Les gens doivent sentir qu'ils font partie de l'État. Il doit y avoir beaucoup de plateformes et d'espaces permettant aux jeunes de s'auto-actualiser. Il doit y avoir d'autres moyens pour les enfants d'être utiles à la société. Dans un pays d'une telle diversité, tribale, culturelle, linguistique, religieuse, un noyau d'humanité survit. Une chose que j'ai compris avec le Nigeria, c'est que parfois le pays se laisse aller à la limite. Puis, il se ressaisit et les choses bougent. Quelqu'un m'a raconté une blague et m'a dit, vous savez, il semble toujours que la limite de l'incertitude, c'est la zone de confort du Nigeria. Quand vous pensez que les choses vont s'effondrer, ça se rétablit toujours. Et je pense que c'est vraiment le peuple nigérian. Il y a cet esprit de pouvoir réussir au Nigeria. Il y a cette idée de prospérité. Il y a cet élan à réaliser l'impossible au Nigeria.